L'intitulé de cette communication, Mémoire juive et mémoire noire, une cause commune au singulier avec un point d'interrogation, c'est un titre que m'a proposé Philippe. Pour moi, il sonnait de façon un peu familière, donc j'ai dit oui, sans trop réfléchir. Puis après, je me suis dit, mais cause commune au singulier, puis ce point d'interrogation, j'imagine que c'est parce que, bien sûr, on songe plutôt aujourd'hui à l'inverse, c'est-à-dire à l'expression d'incompréhension, parfois de vives tensions entre juifs et noirs. Donc on a eu comme des effets, certes, tout à fait marginaux, mais fortement médiatisés à travers les déclarations d'un Dieudonné d'un côté, d'un Éric Zemmour de l'autre. Voilà. Donc ce phénomène de tension, parfois très forte, que l'on voit en France depuis quelques années, est plus ancien aux États-Unis, où il est apparu à la fin des années 60, et où il a là aussi d'autant plus frappé les esprits qu'il marquait au fond ou qu'il semblait marquer une rupture avec une période antérieure qui est souvent idéalisée, mais qui est néanmoins bien réelle, et qui est celle de ce que l'on appelle parfois la Grande Alliance entre les Juifs et les Noirs dans la lutte pour les droits civiques, fin des années 50, début des années 60. Ces phénomènes de tension, en France ou ailleurs, mais en France notamment, on les désigne assez souvent, et ça a déjà été fait ici, sous le terme de concurrence des victimes, et notamment de concurrence des victimes entre juifs et noirs. Cette expression, tant qu'il m'en souvienne, a été lancée par Chaumont. Quel est le prénom de Chaumont ? Jean-Michel Chaumont. Dans un autre contexte, d'ailleurs, enfin, à propos des luttes entre mémoire juive du génocide et mémoire résistante. Mais depuis, elle a pris son autonomie, c'est devenu une sorte de syntagme figé. Et pour moi, c'est une expression extrêmement discutable, pour plusieurs raisons. D'abord, concurrence des victimes. Je ne crois pas que victime soit, ça peut être à la rigueur une condition, mais certainement pas une identité, pour tenter d'ailleurs qu'il y ait des identités uniques. Ensuite, parce que il n'y a pas concurrence entre deux groupes qui seraient les Juifs, les Noirs. Ça semble assez évident, deux ensembles homogènes, et il y a une immense diversité au sein de ces groupes. Et enfin, parce que, je ne sais pas qui parlait de ring tout à l'heure, parce qu'il ne s'agit pas de deux groupes qui seraient seuls sur un ring en train de se battre. Devant, on parlait aussi, je crois que c'est aussi Christian Bier, au fond, de spectacle, dans un monde, dans une société qui serait simplement là comme spectateur. C'est évidemment pas du tout de ça qu'il s'agit, et le monde environnant a sa part, et une part importante dans cette affaire-là. Et pour le dire rapidement, mais ce n'est pas le cœur de mon sujet, on peut considérer que plusieurs facteurs conjugués ont contribué à aggraver ces tensions, notamment aux USA, on l'a vu sur une plus longue durée. On a vu qu'il y avait des disparités de plus en plus grandes entre une population juive en rapide ascension sociale dans la deuxième puis dans la troisième génération, et dans cette ascension sociale intégrée à l'Amérique blanche, et des masses noires restées en grande majorité dans une extrême pauvreté. Autre facteur, bien sûr, les effets à distance. On peut parler de répliques, un peu au sens des tremblements de terre, effets à distance du conflit du Proche-Orient. Et puis enfin, et c'est peut-être ce qui joue le plus en France, même si ce n'est pas le cas seulement en France, il y a l'importance accordée depuis une dizaine d'années à la commémoration de ce qu'on appelle désormais la Shoah dans l'espace public de nombreux États occidentaux. Ce qui en fait à la fois un modèle, un cadre référentiel, et Janine Altounian l'évoquait en tant que modèle par rapport à la mémoire arménienne, modèle pour d'autres
et cadre référentiel pour d'autres populations persécutées, et en même temps un sujet de comparaison parfois litigieux, notamment, évidemment, dans des pays qui, tardivement, mais on commémore cette mémoire officiellement, mais qui sont moins enclins à reconnaître officiellement d'autres crimes, d'autres préjudices différents, ceux de la traite ou ceux du colonialisme, dans le cas de la France par exemple. Alors évidemment la question qu'il faut se poser, ou les questions, c'est une mémoire de préjudice doit-elle inévitablement en supplanter une autre? Je ne le crois pas. Alors peut-on rapprocher ces mémoires sans les trahir ni les mettre en compétition? Peut-on les penser ou les représenter ensemble sans les hiérarchiser et sans en réduire ou en nier la singularité? Ou si vous voulez en termes benjaminiens, les espérances en souffrance d'une population peuvent-elles être pleines d'à présent pour une autre population? Alors, il m'a semblé important, utile, de répondre à ces questions en rappelant l'histoire largement oubliée de solidarité, de lutte partagée, de convergence d'analyse, de croisement créatif, bref, de causes communes au pluriel, Philippe, entre des juifs et des noirs, et non pas entre les juifs et les noirs, puisque ce sont certains d'entre eux, que ce soit dans les conflits ou dans les causes communes, qui se trouvent directement engagés, directement impliqués. C'est le sujet, en effet, de ce livre, donc intitulé Causes communes. J'y traite d'exemples de luttes côte à côte, notamment aux USA, et de luttes qui se sont menées à partir de situations, d'expériences, de conditions différentes, mais présentant des analogies, et aussi avec des visions communes. Exemple, très rapidement, au début du XXe siècle, le lancement du grand mouvement d'émancipation des Noirs par celui qu'aux États-Unis on appelle Du Bois, s'est fait avec la NNACP, avec des gens comme Spingarn. Il y avait une sorte d'alliance à ce moment-là, dans l'émergence du mouvement noir, l'ancêtre du mouvement pour les droits civiques, une alliance entre une toute petite élite noire de Nouvelle-Angleterre, métisse en général, dont Du Bois faisait partie, et une un peu plus importante élite juive d'origine judéo-allemande. Et les deux, finalement, avaient la même vision, même fond, même vision qui était liée à la promesse non tenue d'égalité de la démocratie américaine. Dans d'autres contextes, ça peut être les enfants de cette génération-là, par exemple aux États-Unis, pour donner quelques exemples très rapides, qui se sont impliqués dans les droits civiques et qui ont marché, par exemple, derrière cette image iconique que représentait d'un côté Martin Luther King et à côté de lui le rabbin Abraham Heschel. Eh bien, certains d'entre eux, du moins, qui marchaient dans cette perspective, inscrivaient au fond leur projection dans ce qu'on pourrait appeler, sans reprendre exactement le sens qui lui est donné en Amérique latine, une forme de théologie de la libération. Mais dans la même époque, c'est au nom d'un idéal communiste que des juifs et des noirs partaient en Union soviétique, où ils espéraient trouver moins une société sans classe qu'une société sans race. Bref, il y a eu comme ça beaucoup de luttes communes sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais il y a eu aussi des pensées communes qui se croisaient, qui interféraient, et ça a été notamment le cas de façon extrêmement riche, extrêmement féconde en France, fin des années 50, début des années 60, quand au fond l'onde de l'antifascisme après la guerre était encore présente, et cette onde rejoignait finalement la clameur montante de l'anticolonialisme, et où racisme et antisémitisme aussi pouvaient se penser ensemble
par exemple chez un Frantz Fanon dans Peau noire et masque blanc, mais aussi chez un Albert Memmi, de façon d'ailleurs assez symétrique et inversée. Fanon, au fond, fils de Sartre et de Césaire, critiquant la négritude et se servant plutôt de les réflexions sur la question juive de Sartre pour penser l'aliénation noire, et Memmi, lui, plus dans la filiation mais plus encore dans la filiation de Sainte-Gore, donc étant dans l'admiration, contrairement à Fanon, par rapport à cette pensée un peu essentialisée de la négritude pour penser l'identité juive. Mais voilà des exemples, mais ceux sur lesquels je voudrais m'arrêter ici, et je crois que ça correspond peut-être un peu plus à ce que j'ai déjà entendu et un peu à la demande de Philippe, ce sont des exemples de transfert littéraire. Et je voudrais vous montrer cela à travers deux exemples, à travers deux ouvrages. Alors ces deux ouvrages, il s'agit de Tulipe de Romain Gary et de Un plat de porc aux bananes vertes de Simone et André Schwarzbach. Ce sont deux livres peu connus et jugés mineurs dans les œuvres respectives des uns et des autres. Et ce sont deux romans, c'est pour ça qu'ils m'intéressent et que je vous en parle aujourd'hui, qui ont délibérément croisé les mémoires juives et noires, sans pour autant les confondre, et en les intégrant dans ce que j'appelle une perspective transmémorielle. Tulipe est le deuxième roman de Gary. Il a été écrit après l'Éducation européenne, livre très remarqué. Il est publié pour la première fois en 1946 et lui est assez peu, finalement, assez peu remarqué, largement ignoré. Le héros de Tulipe, qui s'appelle lui-même Tulipe, est un juif rescapé de Buchenwald. Quand on le découvre dans le roman, il est rescapé de Buchenwald depuis 9 mois et il vit dans un taudis à Haarlem en compagnie de Oncle Nat, un vieux noir philosophe et cireur de chaussures qui à tout bout de champ réconforte Tulipe et calme ses angoisses d'un sonore « Ne vous frappez pas, patron ». Avec eux vit également Lénie, la fille de Nat, une jolie rousse de 17 ans, qui bouscule gentiment les deux hommes. Mais en cours de route, on découvrira que Oncle Nat se nomme en réalité Nathanson et qu'il se grime en noir, comme le faisaient aux États-Unis avant la guerre les artistes, souvent juifs d'ailleurs, qui jouaient du jazz en blackface. Mais pour Nathanson, après la guerre, il s'agit en fait d'anticiper le pire. Il explique, je cite, « Le calcul est très simple. Le jour où ça viendra, il pourra immédiatement prouver qu'il n'était pas un noir et être soudain à l'abri des persécutions. Un immense soulagement, un rêve merveilleux qu'il avait hanté en Europe alors qu'il se terrait de cachette en cachette, pourchassé comme juif par les nazis. Ainsi, lors de son arrestation à Paris, s'il avait pu ouvrir sa braguette et prouver qu'il n'était pas circoncis, imaginez cela. Les Noirs sont menacés de génocide, vous êtes arrêtés, et d'un coup d'éponge et de détergent, vous prouvez que vous n'êtes pas noir. » Il vivait ainsi, dans l'attente de ce prodigieux moment de soulagement qu'il n'avait pas connu. Tout le roman, sombre, parodique, burlesque, joue de cette façon sur les inversions de sens et les transpositions de situation. Au début, Tulipe, qui ne quitte pas sa tanière, oscille entre colère et prostration. La jeune Lénie l'incite à se lever, à se laver, car, dit-elle, il n'est plus à Buchenwald tout de même. Et lui répond à Lénie, au fond, en révélant ce qui le taraude, je cite. « Ce n'est pas Buchenwald qui est horrible, ce n'est pas Belsen que je n'arrive pas à oublier. Ce que je ne pardonne pas, ce n'est pas Dachau, cette ville de 30 000 habitants vouée à la torture, mais le petit village d'à côté, où les gens vivent heureux, travaillent dans les champs et respirent l'odeur de foin et de bon pain chaud. » Tulipe, au fond, est inconsolé à cause de l'indifférence symbolisée par ce petit village d'à côté. Il n'a plus de larmes, car, dit-il, il les a toutes versées. Pour lui, et évidemment pour Gary, dont il est l'expression ventriloque, la fin de la guerre est une victoire qui ressemble à une défaite, car c'est l'idée même d'humanité qui a sombré. Mais Tulipe est aussi mue par l'ironie du désespoir. Et pour enrichir leur misérable trio qui vivote à Haarlem,
Et pour pouvoir peut-être un jour partir à Hollywood, il a une idée. Son idée, c'est celle de se transformer en nouveau Gandhi, chef pacifique et fantaisiste d'un nouveau mouvement baptisé « Prière pour les vainqueurs ». Plus ou moins convaincu, plus ou moins imposteur, jouant au fond un peu, mais se prenant à ce propre jeu, il se transforme en libérateur. Il se vêt de blanc, fait semblant de jeûner, file la laine, se couvre la tête de cendre, et la presse parle de lui comme du blanc Mahatma de Harlem. Il accorde des interviews, prêche doctement, pose en sage, tient des propos extrêmement fantaisistes. Il déclare par exemple à un journaliste: « Vous pouvez dire à vos lecteurs qu'en tant qu'Européen, j'admire énormément la délicatesse avec laquelle la question noire est traitée aux États-Unis, sans aller jusqu'aux excès de Dachau, Belsen, Buchenwald et Staline. » Sa réputation enfle, les dons affluent, les émules se multiplient, des milliers de Noirs dans le Sud se mettent à faire la grève de la faim pour changer leurs conditions. Mais Tulip, on l'a compris, n'est pas un vrai leader, ni un vrai cynique d'ailleurs. C'est plutôt un drôle d'oiseau blessé, un peu comme ce rossignol à moitié brûlé, aux ailes roussies, au bec un peu béant, qui a été recueilli par Oncle Nat et que Oncle Nat espère entendre encore chanter. Un jour, Tulip décide d'écrire un livre sur le thème, je cite, « Ce qu'il y a de criminel dans l'allemand, c'est le blanc ». Mais Oncle Nat rectifie immédiatement. « Ce qu'il y a de criminel dans l'allemand, c'est l'homme ». Et alors Tulip pâlit, s'arrache les cheveux, s'effondre et détruit immédiatement son manuscrit. Dans le roman de Gary s'inscrit ainsi un livre impossible, insoutenable. Et comme pour le confirmer, alors que la réputation de Tulip ne cesse de grandir et qu'un immense gala de charité est organisé à New York en son honneur, il meurt, habillé de sa tenue rayée de Buchenwald, une miche de pain serrée contre son cœur, dont il sème des miettes autour de lui sur les tapis, comme pour des oiseaux imaginaires. « Pourquoi meurt-il » demande Lenny. « Parce qu'il ne parvient pas à désespérer, cela ne pardonne pas », répond Nathanson. Alors vous l'auriez compris, Tulip est un roman rageur, parodique, qui se moque de l'idéalisme trompeur et de la bonne conscience des vainqueurs. Des vainqueurs dont Romain Gary, l'auteur, fait partie. Vous le savez sans doute, il a rejoint la France libre dès juin 1940, il s'est battu sur de nombreux fronts, il est compagnon de la Libération, et en 1946, quand il publie ce livre, il est diplomate au Quai d'Orsay. Cependant, il semble que quelque chose en lui n'est pas à l'unisson de sa situation, ni de cette époque de l'après-guerre où la dimension juive de la catastrophe n'est guère mise en avant, du moins officiellement, et se fond dans les crimes hitlériens. Gary écrit dans un temps désaccordé. En faisant de son héros ancien déporté juif une personne déplacée à Harlem, au cœur du ghetto noir de l'Amérique raciste, il organise une sorte de télescopage permanent entre les époques comme entre les histoires juives et noires. Il déploie ainsi ce que Michael Rothberg, que citait à juste titre tout à l'heure Philippe, appelle une esthétique anachronique. Sous un apparent nihilisme et la critique d'une éthique fracassée, ce roman tragicomique exprime le refus d'accepter le crime, quelle qu'en soit la victime. Bien plus tard, Gary en a tiré une version théâtrale qui n'a jamais été jouée et qui était titrée plus explicitement « Tulip ou la protestation ». Protestation qui faisait écho d'ailleurs à la phrase de Kafka mise en exergue du livre. Je cite, « Le pouvoir des cris est si grand qu'il brisera les rigueurs décrétées contre l'homme. » C'est également de ces rigueurs dont il est question dans Un plat de porc aux bananes vertes. En 1967, Simone et André Schwarzbach publient cet ouvrage sous leurs deux noms. André Schwarzbach, vous le savez certainement, est devenu
pas d'un jour à l'autre, mais très rapidement célèbre avec la parution en 1959 du Dernier des Justes, son premier livre, cette ample fresque sur le destin douloureux des Juifs d'Europe persécutés, confrontés au fil du siècle à l'antijudaïsme chrétien, puis à l'antisémitisme nazi. Livre qui, en 1959, avait obtenu le prix Goncourt. Selon Simone Schwarzbach, avec qui j'ai eu un long dialogue, c'est André qui est le véritable auteur de Un plat de porc aux bananes vertes. Ce livre, et c'est important, est conjointement dédié à Aimé Césaire, chantre de la négritude, et à Elie Wiesel, célèbre écrivain témoin de la souffrance juive. Il se présente comme un journal en 7 cahiers de Mariotte, une vieille martiniquaise. Mariotte finit ses jours dans ce qui s'appelle le Trou, et qui est un sordide hospice de vieillards à Paris. Et là, dans ce lieu où elle est en quelque sorte abandonnée, elle rêve à son île, aux histoires de son enfance, et à ce délicieux plat de porc aux bananes vertes qu'elle ne mangera plus. Mais elle observe aussi le monde alentour. Et malgré sa vie qui baisse, il faut parfois qu'elle négocie pour emprunter le lorgnon d'une autre pensionnaire, eh bien, le regard qu'elle porte sur l'hospice est d'une lucidité féroce. Elle voit tout, l'ordinaire raciste, le dégoût, la concupiscence parfois qu'elle suscite. Par exemple, la lubricité minable de M. Nicolo, le concierge, qui l'a fait danser et chanter « C'est l'amour doudou » pour un permis de sortie. Rien ne lui échappe de la décrépitude de ses compagnes d'infortune et de sa propre déchéance. Et dans ce lieu de relégation peuplé de créatures misérables, les pensionnaires se chamaillent pour un peu de nourriture, s'accrochent à des lambeaux de plaisir ou se laissent lentement couler. L'une d'elles, à la conscience vacillante, est hantée par un passé qui n'est peut-être, sans doute, pas le sien. Décrite par Mariotte comme monomaniaque et solitaire, Louise Duployé, c'est son nom, est en proie à un mal inexpliqué. Elle se jette de toutes ses forces, la tête la première contre le mur, où se pique jusqu'au sang un matricule imaginaire sur l'avant-bras gauche, chaque fois qu'elle entend le mot juif. Mariotte se demande quel démon l'habite. Son comportement est tout à fait énigmatique. Elle n'a pas été déportée. Autant que l'on sache, elle n'est pas juive. Mais on ne sait pas comment ni pourquoi elle a été marquée par la catastrophe au point de vouloir, de façon obsessionnelle, l'inscrire dans sa chair. Le mot juif heurte en elle, écrit Mariotte, quelques souvenirs enfouis dans la démence ou quelques fantasmes à jamais prisonniers de ses doux petits yeux ronds de cobaye mélancolique. Si saisissant soit-il, le personnage de Louise Duployé est néanmoins secondaire dans le roman. Il y a d'autres renvois au génocide dans le livre. Par exemple, cette phrase, il y a ceux qui voudraient en finir comme les youpins, une piqûre et hop. Et puis cette madame Peuchmar qui un jour déclare qu'avec le nombre de juifs encore en vie, à ce qu'il semble leur crématoire, c'était des couveuses. Bref, ce passé-là rôde dans le présent de l'hospice, comme les cauchemars qui font parfois hurler Mariotte le soir. Mais surtout, au-delà de ces mentions explicites, en fait, c'est tout le roman qui opère un déplacement permanent de la mémoire juive sous-jacente à la mémoire noire, et de l'une et l'autre à la condition de la vieillesse, plus dure encore s'agissant des femmes. Comme les juifs pendant la guerre, les noirs, les vieux sont bons pour la relégation ou la mort. L'hospice est une institution totalitaire au sens du sociologue Erving Goffman, et une parodie de camp de concentration où l'on se bat pour un quignon de pain, où règne l'arbitraire et où la déshumanisation ronge les êtres. Ainsi, comme l'écrit Ronnie Scharfman dans une des rares études sur cet ouvrage, je cite, « Un plat de porc aux bananes vertes peut être lu comme le roman de l'Holocauste que Schwarzbach n'a pas écrit,
n'a pas osé écrire dans Le Dernier des Justes. C'est seulement en écrivant en tant qu'autre, à travers l'autre, qu'il peut obliquement représenter l'horreur dans sa matérialité. Il est intéressant de noter que Mariotte, enfant, il est dit qu'enfant, elle a réchappé à l'éruption de la montagne Pelée, qui a englouti sa mère et toute la ville de Saint-Pierre en Martinique le 8 mai 1902. L'enfant survivant, le dernier témoin à qui incombe la charge du récit, vous le savez, est un topos des histoires de catastrophes, d'ailleurs qu'elles soient naturelles ou dues à la cruauté humaine. Et c'est également la place du narrateur qu'André Schwarzbach, orphelin survivant, s'était donné dans son premier ouvrage, Le Dernier des Justes, et qu'il délègue d'une certaine manière cette fois à Mariotte. Mais à la différence du roman de Gary, il n'y a pas ici de télescopage, mais une histoire s'inscrit dans l'intrigue d'une autre, un peu comme dans ces pièces dont vous parliez tout à l'heure. L'imaginaire d'André Schwarzbach, créant Mariotte et ses cahiers, est profondément pétri de ce qu'il a appris, de ce qu'il a lu sur les camps, et aussi d'ailleurs de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vécu de la période de la collaboration en France, et aussi, également, de ce qu'il connaît de l'histoire antillaise et du racisme banalisé. Et finalement, le trou, cet hospice, eh bien, c'est tout cela à la fois. L'humanité dégradée, la mort proche, l'abjection ordinaire du concierge Nicolo, l'obscénité d'un pensionnaire émoustillé par des souvenirs de bordée tropicale, ou encore l'hypocrisie bien pensante, l'indifférence au malheur, l'abandon de ceux qui ne font déjà plus tout à fait partie de l'humanité. Et Un plat de porc en banane verte entrecroise une peinture expressionniste aux traits acérés et en même temps, à travers ses souvenirs et à travers ce personnage de Mariotte, un émouvant récit intime. À sa sortie, le livre a été très mal reçu par la critique et largement boudé par les lecteurs. Je pense que c'est à cause de cette hybridité, justement, et peut-être de son côté grinçant, féroce, ironique. Car sa peinture de la vieillesse, indéniablement, est cruelle, voire choquante. Et les victimes dans ce livre, à l'exception de Mariotte, ne sont ni attendrissantes ni belles. Elles se battent entre elles, médisent, s'enlisent dans la prostration. Quant aux bons sentiments et aux bonnes œuvres du monde environnant, eh bien, ils font souvent l'objet de railleries, comme par exemple le dévouement de Sœur Marie des Anges, qui, ironise Mariotte, je cite, « nous aime de toutes les forces que dispense aux sauvages chrétiens l'envie de faire son salut. » La narratrice, Mariotte, elle, dit n'avoir foi qu'en ce qu'elle voit. Je cite, « Je crois en ces vieux murs suintants où les larmes de la pierre, qui pourraient être les vôtres, ont creusé des lits dérisoires dans le plâtre jauni. Je crois au réfectoire où nous retrouvons les hommes du pavillon B sous la bénédiction du Christ d'un quintal qui saigne midi et soir dans notre soupe sans réussir à lui donner un goût de viande. » Le style est différent, mais l'humour noir, l'ironie, la dérision font penser au texte de Gary. En tout cas, c'est clair, il ne correspond pas du tout, à ce que l'on attendait de l'auteur d'un best-seller juif, Le Dernier des Justes. De ce point de vue, d'ailleurs, même le titre, ce plat de porc aux bananes vertes, si peu cachère, semble défier les attentes des lecteurs. À la fin des années 60, donc, ce roman mêlé, dérangeant, provocateur, et lui aussi provocateur sur fond de désespoir, dans lequel donc André Schwarzbach opère, André et Simone, qui a sans doute eu sa part quand même, opère une translation entre les thèmes juifs et noirs, et comme le tulipe de Gary, complètement désaccordé. Et c'est sans doute pour cela qu'il a été souvent relégué, voire oublié, y compris dans les analyses des œuvres de Schwarzbach, d'André comme de Simone. Mais je considère pour ma part que c'est un texte audacieux, à la verve ravageuse, et qui résonne aujourd'hui, en raison du mélange des langues, parce on y trouve le français très élaboré de Mariotte,
le style haché, relâché de l'hospice, dont je vous ai donné quelques exemples, et puis ces mots de créole qui traversent le texte. Mélange des langues, donc, et aussi construction fragmentée qui préfigure les écritures composites de la postmodernité. Des écritures qui cherchent justement à réfracter la collision des temps et l'hybridation des sociétés. Un plat de porc aux bananes vertes devait être le prélude d'un grand cycle romanesque en 7 volumes, dont l'histoire s'étendrait sur 2 siècles, de 1760 aux années 1950, et dont seul le premier, La mulâtresse solitude, titre qui devait d'ailleurs être celui de l'ensemble, fut publié en 1972. On ne sait si l'auteur envisageait alors de ménager, à la fin du cycle, une rencontre entre les lointains descendants de ses héros, Moritz Lévy, le dernier des justes, et Solitude, l'esclave insoumise. Mais on trouve dans un plat de porc aux bananes vertes d'autres croisements en suspens. Mariotte, qui pensait enfant que Solitude lui avait peut-être légué une goutte minuscule de son sang, semble avoir connu dans une autre vie un certain Moritz Lévy, un vieil amour peut-être, en tout cas un absent spectral. Il faut dire que la biographie de Mariotte est lacunaire, discontinue, comme sa mémoire, qui elle aussi flotte entre plusieurs temporalités, contractées, dilatées, au gré des moments et de ses pensées. Alors, écrire à contre-temps et être lu à contre-sens fut sans nul doute douloureux pour André Schwarzbach. Il a publié Le Dernier des Justes en 1959, quand la mémoire de la Shoah n'était pas encore célébrée, le mot lui-même, bien sûr, n'existait pas. Et alors que dans le monde juif, une vision plus combattante prévalait. Il a écrit ou coécrit Un plat de porc aux bananes vertes dans un audacieux mélange des thèmes et des souffrances qui n'était évidemment pas en phase avec le fond de l'air plus vif, plus léger de la fin des années 60. En outre, je l'ai dit, ce livre ne pouvait que décevoir ceux qui attendaient un roman juif, si tant est que ça existe, ou tout autre genre bien défini d'ailleurs. Il est donc tombé dans un trou d'indifférence. Par la suite, avec La mulâtresse solitude, il a créé un lieu de mémoire guadeloupéen en rappelant cette histoire de cette mulâtresse qui avait rejoint les nègres marrons et qui s'était élevée contre la puissance esclavagiste. Il a donc, en rappelant cette histoire largement oubliée, qui n'était pas du tout commémorée aux Antilles, notamment en Guadeloupe, il a contribué donc à ériger ce lieu de mémoire. Il y a d'ailleurs maintenant en Guadeloupe une statue de la mulâtresse solitude. Mais dans un contexte d'affirmation, de revendication identitaire et mémorielle aux Antilles, certains, et non des moindres, lui ont dénié le droit d'écrire cette histoire. Et même s'il a reçu les encouragements d'Aimé Césaire, il butait sur des incompréhensions tenaces, sur fond de repli jaloux, chacun son histoire, chacun sa mémoire, chacun sa souffrance, et toujours la même histoire, ainsi les identités sont bien gardées. A l'inverse, ces 2 romans, celui de Gary, celui des Schwarzbach, comme les engagements que j'ai très très rapidement évoqués au début de cette communication, échappent à ce que j'appelle cette logique des places, que, comme d'autres, qui sont ici d'ailleurs, nous nous efforçons de livre en livre de déconstruire. De déconstruire justement en mettant l'accent, que ce soit dans les textes littéraires ou dans des démarches intellectuelles, dans des luttes, dans des engagements, en mettant l'accent sur le décentrement, le déplacement, le changement de point de vue, et l'idée du changement de point de vue qui en retour modifie le point de vue que vous pouvez avoir aussi sur vous-même, sur soi-même. Et finalement, en travaillant sur ces causes communes entre juifs et noirs, et Philippe y faisait une allusion, et
Et en travaillant sur des œuvres et des histoires et des engagements, c'est-à-dire des histoires véritablement incarnées, j'ai été frappée par le rôle que jouait dans beaucoup de ces parcours, et c'est vrai aussi dans l'œuvre des Schwarzbach, mais dans d'autres aussi, le rôle de l'empathie. Alors très rapidement quand même, mais juste pour terminer là-dessus, l'empathie, ce n'est pas la sympathie et la dimension, enfin du point de vue de la conception qui prévaut. L'empathie est plus à une dimension intellectuelle, autant, sinon plus, que affective ou émotionnelle. C'est un mode de connaissance, c'est un mode de compréhension, c'est une manière de se mettre à la place de l'autre, de comprendre, de partager un moment son expérience pour ensuite la réfléchir dans tous les sens du terme par rapport à sa propre réflexion, sa propre expérience. Et l'empathie dans ces histoires, aussi bien dans ces histoires de solidarité entre juifs et noirs, que dans ces histoires de réflexion théorique, que dans ces histoires d'œuvres croisées, m'a semblé jouer un rôle considérable. Alors bien sûr, en terminant ainsi, et surtout de façon aussi rapide sur l'empathie, je ne veux pas du tout laisser croire que l'empathie, dans une sorte de vision bêtement optimiste ou idéalisante, pourrait tenir lieu de politique. En aucun cas, évidemment, puisque ces combats, ces œuvres sont aussi, et d'abord, et c'est ce que j'ai dit au début, s'inscrivent dans des sociétés, dans des rapports de force, dans des situations inégales, dans des reconnaissances inégales. Mais je pense en revanche que une politique sans empathie est une politique glaciale, glacée. C'est un peu ce que disait au fond Aimé Césaire dans sa lettre à Maurice Thorez, qui date de 1956, lettre de rupture avec le Parti communiste, quand il s'en prenait notamment au Parti communiste et au stalinisme sur la question de l'antisémitisme en son sein, et où en même temps il critiquait ce qu'il appelait le fraternalisme, c'est-à-dire cette façon dont le camarade communiste prenait d'une main ferme les Noirs et leur cause pour les mener vers la voie de l'émancipation en les guidant comme des grands frères mieux éclairés, le fraternalisme étant au fond une variante communiste, en tout cas stalinienne, du paternalisme colonial. Et c'est, pour revenir à mes auteurs, ce que dit à sa manière dans un entretien André Schwarzbach. Il dit ceci: l'essence du dialogue n'est pas dans les idées universelles communes aux interlocuteurs, ni dans les idées que l'un se fait de l'autre, mais dans la rencontre même, dans l'invocation, dans le pouvoir qu'a le moi de dire tu. André Schwarzbach, qui en 1959, quand il a publié Le Dernier des Justes, juste avant, était au 2e congrès des écrivains et artistes noirs organisé par Présence africaine à Rome, donc au printemps 1959. Il était là notamment en compagnie de Frantz Fanon et d'Édouard Glissant, qui me l'a raconté. Fanon qui, et je veux terminer sur ces sortes d'échos, Fanon qui écrivait dans Peau noire, masque blanc, l'antisémitisme touche en pleine chair, qui en même temps disait dans le même texte, dans une des formules incantatoires de ce texte qui est très impressionnant, notamment dans sa dernière partie, qu'il n'était pas esclave de l'esclavage qu'avaient vécu ses pères, qui n'allait pas passer sa vie à célébrer les valeurs nègres, et qui concluait comme ceci: ma liberté ne m'est-elle pas donnée pour ériger le monde du toit? À quoi Glissant, autre écho, dans une nouvelle région du monde, écrit: chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre, parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ou de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de la relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde,
Si nous voulons être solidaires de ces souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble.